De la résidence, on sort peu, de Versailles, on ne sort pas. Ce sont les autres qui viennent à nous, et si ce sont les étrangers, ils viendront en train jusqu'à Versailles rive gauche, ou en car touristique jusqu'à la place d'Armes. Des Allemands, des Anglais, des Japonais, des Italiens, à l'époque pas encore de Polonais, de Russes, de Chinois ni d'Africains, vendant des souvenirs et des contrefaçons de sacs à main de luxe. Les touristes ne viennent que pour visiter le château. Le château est notre joyau. Je dis le château car nos parents font la différence entre aller au château, au parc et au Trianon. Derrière ces colonnes de marbre rose, le général de Gaulle a installé une véritable suite pour ses invités de marque. Sous les dorures, un système ultramoderne, notamment de télécommunications, a été mis en place. En 1974, juste après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, le Shah et l'impératrice Farah sont reçus au Trianon. Un somptueux feu d'artifice est tiré à cette occasion. Nous en sommes. Versailles est notre fierté. Le monde entier nous l'envie. Le parc, ce n'est pas un square au coin de la rue. D'ailleurs, il n'en existe aucun à Versailles. Il n'y a que le parc. C'est là qu'on va enfants pour fêter nos anniversaires, collégiens pour faire des fugues, lycéens pour fêter notre bac, et en sortie en famille pour fêter la famille. On y entre en empruntant le boulevard de la Reine, puis c'est tout droit. Au parc, on y va au moins une fois par semaine. Le dimanche, quoi qu'il arrive. Inutile de se rendre à Paris. C'est la cohue là-bas. Rétrospectivement, je me demande si le souvenir de la Commune de 1871 n'est pas inscrit à jamais dans l'inconscient de tout Versaillais, qu'il soit issu d'une ancestrale lignée locale ou pas. Paris, il y a du monde. Traduction, Paris, il y a le reste du monde. Des Noirs, des Arabes, des pauvres et bien d'autres inconnus. Mais ça, je ne le sais pas encore. Si on a besoin de quelque chose de spécial qu'on ne trouvera pas en ville, autrement dit rue de la Paroisse, on monte à Paris 2 d'un coup de voiture. Inauguré en 1969, Paris 2 est un centre commercial avec de nombreuses boutiques plutôt chics et un magasin printemps. Mais ce shopping center à la française n'est qu'un des éléments d'une autre ville nouvelle, légèrement différente dans mon regard d'enfant de celle de Saint-Quentin. À Saint-Quentin, il y a un Euromarché, l'un des hypermarchés les plus vastes d'Europe, avec de grands caddies et d'immenses allées de marchandises, et tout autour de hautes tours d'habitation à loyer modéré. À Paris 2, qui devait initialement se nommer en toute simplicité Paris 2, un ensemble d'une centaine d'immeubles s'étend sur un espace arboré avec tennis et piscine. Certains sont des programmes urbanistiques de luxe, d'autres sont assez semblables à la résidence. Mais la population n'y est pas la même. Elle est blanche, bien sûr, mais d'une bourgeoisie plus dépensière. Des nouveaux riches, disent mes parents, sans que je comprenne très précisément ce que sous-entend cette qualification, et son arrière-fond antisémite. L'une des boutiques phares du shopping center est Peer Import. La devanture de ce magasin d'ameublement et de décoration donne immédiatement le ton. Bambou, planches en bois brut de caisses de transport maritime, où le nom des villes d'Asie du Sud-Est sont soigneusement peints comme du temps des colonies. Tous les produits y ont un goût exotique, une saveur nostalgique. Du hamac au bol, des tentures, des tables en teck aux bougies. La couleur beige safari est reine et le casque colonial non loin. On y fait toujours un arrêt, même si l'objectif de la montée à Paris 2 est l'achat d'une paire de chaussures pour la communion. Sans doute ce petit détour qui se solde rarement par l'achat d'un bibelot est-il une manière de marquer une forme de résistance à la consommation et un tropisme pour l'ailleurs. Celui-là, même qui, à l'école, est au centre des séquences pédagogiques si bien nommées d'éveil. Pourtant, notre objet d'étude principal, c'est le château, indéfectiblement. Chacun s'accorde à dire qu'il est vraiment beau, le château, et qu'il n'épuisera jamais toute notre curiosité et celle du monde entier. Pour aller au château, on prend l'avenue de Paris en sens inverse. L'avenue de Paris est une leçon d'histoire de France à rebours. La République vient buter sur la royauté. Le lycée de jeunes filles, La Bruyère, est la première des institutions qu'on longe. Mes parents disent que mes sœurs iront là. Elles y ont fait leur scolarité. Et que moi, j'irai au lycée Hoche, celui pour les garçons, à l'autre bout de la ville, près de l'hôpital. Inutile de préciser que jamais ni mes sœurs ni moi, dans les années 80, n'avons eu de camarades de lycée noirs ou arabes, à La Bruyère ou à Hoche. Dans ces lycées blancs, même les rastas sont blancs.
L'avenue de Paris me semble immense. Elle est plus large que les Champs-Élysées, nous répétait-on, avec l'idée que Versailles n'avait rien à envier à la capitale. Un peu plus loin, sur le même trottoir, je devais dire sur la même contre-allée, à Versailles, on utilise un lexique qui, en ce début 1970, s'apprend dès l'enfance. On tombe au numéro 19 sur l'imposant commissariat central, l'hôtel de police, un massif hôtel particulier ancien régime. J'ai lu plus tard qu'il s'agissait des anciennes écuries monumentales de la comtesse du Barry, la dernière favorite de Louis XV, qui avait acquis là un pavillon en 1772, désirait loger son personnel et remiser les attelages de ses équipages dans ce bâtiment mitoyen. C'était l'architecte Claude-Nicolas Ledoux qui fut chargé de leur construction en 1773, mais les travaux furent suspendus à la mort du roi en 1774. Ils furent achevés, d'après les plans de Ledoux, par Jean-François Chalgrin, à qui le comte de Provence, frère de Louis XVI, nouveau propriétaire des écuries à partir de 1775, avait confié la poursuite des travaux. Est-il quelque chose qui soit étranger à l'architecture, cet art qui rassemble toutes les connaissances? N'est-il pas lié par des attractions sensibles à l'administration générale, à la politique des cours, aux mœurs publiques et particulières, aux sciences, à la littérature, à l'économie rurale, au commerce, etc. Est-il quelque chose que l'architecte doit ignorer, lui qui est né au même instant que le soleil, lui qui est fils de la terre, lui qui est aussi ancien que le sol qu'il habite? N'a-t-il pas fallu des architectes pour abriter l'homme le jour de sa naissance et le garantir des intempéries de l'air, des ardeurs brûlantes de l'été et des glaces de l'hiver? Il a mis tout en action dès le commencement du monde. Claude-Nicolas Ledoux, 1804. Les bâtiments hébergèrent ensuite les lanciers de la garde impériale de Napoléon, puis la caserne Montboron. Cet édifice, qui a fait l'objet de plusieurs protections au titre des monuments historiques en 1929 et en 1965, sert 150 ans plus tard de commissariat de police. Lors d'une recherche sur les années 70, dans les archives d'un militant d'extrême gauche conservé à Nanterre, un synopsis dactylographié d'une douzaine de pages avec pour seul titre « Montage-collage filmé » a retenu mon attention. Il y était question de ce commissariat de police et de l'assassinat en ses murs d'un Algérien. C'est dans un local de police que le meurtre de Mohamed Diab a été commis. Et ce local de police n'est pas un local ordinaire. Cette caserne de Noailles, on n'y va pas pour un simple renouvellement de papier d'identité, pour des formalités administratives ou des objets perdus. Du temps de la guerre d'Algérie, c'était l'un des PC de la répression anti-arabe. C'est toujours aujourd'hui un des centres nerveux de l'appareil policier dans les Yvelines. Montage-collage filmé, 1973. Presque en face, rue Benjamin Franklin, se dresse l'imposant bâtiment de la brigade de gendarmerie de Versailles. Cet immeuble de briques de 7 étages se situe dans l'une des rues perpendiculaires en direction de la rue des Chantiers, la gare où mon père prend son train pour aller au bureau. Pendant la Commune de Paris, je ne l'ai appris qu'une fois étudiant, dans ces quartiers des Chantiers, un hangar à farine servi en 1871 et en 1872 de prison pour les pétroleuses. Il ne demeure de ce lieu que les portraits et photomontages des communardes réalisés par les frères Eugène et Ernest Charles Appert. La plus connue de ces images est un portrait de Louise Michel. Un siècle plus tard, les Chantiers sont une gare d'où l'on peut aller au château de Rambouillet et à la cathédrale de Chartres, mais aussi en banlieue, vers les grands ensembles de Trappes et de Guyancourt. La gendarmerie a été construite dans les années 50. On ne passe jamais devant. Nul besoin. L'uniforme vert de l'armée de terre ou bleu de la gendarmerie est un habit qui se porte haut à Versailles. On est bien gardé. Les képis sont légion en ville. L'un de ces quartiers, celui de Satory, est presque exclusivement composé d'un camp où les chars d'assaut veillent. Ces chars étaient sur le qui-vive, dit-on, fin mai 1968, prêts à intervenir. La relève n'est pas loin. À Saint-Cyr-l'École, de jeunes hommes s'instruisent pour vaincre. Au lycée, on reconnaît ceux qui préparent l'entrée dans cette institution. Ils portent l'inquiétante dénomination de Cyrards et semblent constituer un clan fermé et musclé. Les cérémonies et autres défilés militaires attirent une foule toujours nombreuse. Le 8 mai ou le 11 novembre, inutile d'aller à l'Arc de Triomphe et sur les Champs-Élysées parisiens. On a notre armée qui défile ici. La mémoire est entre de bonnes mains. Si l'on avance sur l'avenue de Paris, toujours sur cette même rive gauche,
campe entre deux hôtels particuliers l'ancienne maison de réclusion pour femmes publiques, devenue maison d'arrêt. Je n'ai pas souvenir, enfant, d'être jamais passé devant et qu'à l'instar de la prison des femmes et enfants des chantiers de 1871, il n'ait jamais été question de cet établissement. Une prison à Versailles? Pour qui? Chez nous ne vivent que d'honnêtes gens. Les hommes vont à Fresnes, mon père ne manque pas. Quand nous longeons son mur d'enceinte pour rejoindre l'autoroute du Soleil, de nous montrer aussi le café voisin, ici, c'est mieux qu'en face. Puis sera mis en service à partir de 1980 la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Je me rappelle encore avoir trouvé alors ce nom d'Arcy curieux avec ce que je prenais pour une particule. Et plus loin, sur l'avenue, en traversant, on tombe sur la préfecture des Yvelines. Je ne sais pourquoi, avec ses grilles toutes dorées, je la trouve particulièrement moche. Un peu moins peut-être que l'hôtel de ville, qui ne ressemble à rien, si ce n'est à une grosse pâtisserie ratée, selon mes critères de petit Versaillais. À l'angle de la rue de la Paroisse s'élève encore l'extension du tribunal et sa façade en vitre fumée qui jure avec l'environnement. C'est là que j'imagine Françoise, l'avocate et mère de Gilles, plaider. J'ignorais bien sûr totalement ce que signifie plaider. Je savais simplement que, pour travailler, elle revêtait cette grande tunique noire qui était toujours en boule à l'arrière de sa Renault 14 poire verte. On continue à marcher vers la place d'Armes et les grilles du château. L'essentiel est là, dans ce petit pavillon de chasse devenu palais extraordinaire au jardin, au bassin et fontaine tout aussi extraordinaire. L'essentiel, c'est ce château, qui a résisté aux révolutions et aux guerres, un monument qui vaut tous les sacrifices financiers et humains. Sitôt à l'école élémentaire, je me prends de passion pour lui. Sur un plan, je peux nommer toutes les pièces, les salons de Mars et de Vénus, la chambre du roi, la galerie des glaces, etc. Quand les cousins de province viennent nous voir, je suis préposée à la visite. Le passé s'incarne dans cet unique monument. Il y a le présent, celui de la Résistance, et avant, le roi Soleil. Rien entre les deux, sauf la Révolution évidemment. Ni la Shoah ni la guerre d'indépendance algérienne n'existent à Versailles, ou tout au moins fait-on comme si rien ne s'était passé. Au lycée, mon prof de philo tient pendant près de 20 ans un discours ouvertement révisionniste, sans, l'information m'a été confirmée par la suite, n'avoir jamais été sanctionné, malgré la protestation de quelques parents d'élèves. À Auch, tout va bien. Jacques Chirac n'était-il pas un des anciens élèves? Vos enfants ne sont-ils pas bien formés? Ne faites pas d'histoire. La notion d'établissement prestigieux n'avait pas encore fait son apparition. Elle était redondante puisque Versailles est déjà par essence prestigieux. Seule présence de guerre d'indépendance, ces plaques sur les monuments aux morts dédiés aux soldats tombés pour la France, en Indochine et en Afrique du Nord. J'apprendrai bien plus tard par ma mère que notre voisin avait combattu à Dien Bien Phu et que son épouse avait été sa marraine de guerre. Cet homme était pourtant ostracisé parce qu'il travaillait dans un garage automobile et faisait tâche à la résidence avec sa combinaison grise. Être ouvrier à Versailles, c'était nécessairement être étranger. Son passé d'ancien combattant n'avait pas de poids dans cette ville bourgeoise, seuls les officiers comptaient. Il existe une autre institution locale, ce sont toutes les nouvelles de Versailles, TNDV, qui paraissent une fois par semaine, avec l'avenir mis La Voix, Télérama et Le Point. C'est la seule presse que mes parents lisent. Télérama est très lu dans la communauté. Plus tard, dans les années 80, sous la gauche, le Figaro Magazine, avec son supplément Figaro Madame, fera son apparition chez mes parents, comme chez beaucoup de membres de la communauté. Je lis tous les mercredis les TNDV. On dirait un journal pour les enfants, facile à lire car y reviennent chaque semaine les mêmes personnages et sujets. Le maire, Monsieur André Mignot, puis André Damien. La vie dans les différents quartiers qui correspondent à leurs paroisses respectives, Notre-Dame, Saint-Louis. Le prestige de chaque quartier tient à sa proximité avec le château. Nous en sommes assez loin, moins loin certes que les logements sociaux de Jussieu et de Moser, cependant à sa périphérie, comme Porchefontaine. Pas de scoop dans les TNDV. Un journal en phase avec la ville et ses lecteurs. L'histoire est derrière nous. Versailles à l'heure de la Médina. Une soirée folklorique qui se termine à coups de couteau place Charot, 2 blessés. Versailles à l'heure de la Médina. C'était l'autre samedi, place Charot et rue Saint-Simon. Pour une danse folklorique et une bousculade d'ivrognes, une bagarre a éclaté entre un groupe de ressortissants algériens et un autre de Tunisiens.
Des coups furent distribués et bientôt des couteaux apparurent. Bilan, 2 blessés assez sérieusement atteints. En haut de la rue Saint-Simon, un restaurateur algérien a voulu, en plus du traditionnel couscous, offrir à ses clients la chaude ambiance des belles années de Pépé le Moko. Si l'on parle de racisme à propos des Français, il est incontestable que l'entente n'est pas toujours cordiale entre Algériens et Tunisiens. On ressassa de vieilles histoires, de vieilles querelles de gouvernement, on se traita de sales bourguibas et de buveurs de pétrole, et les antagonistes, à bout d'arguments, décidèrent d'en venir aux mains. Toutes les nouvelles de Versailles, 14 février 1971. En septembre 1972, 1/5 du territoire de l'agglomération versaillaise est compris dans le périmètre du secteur sauvegardé, est ainsi soustraite à la vie contemporaine et aux évolutions urbanistiques une superficie de 156 hectares, qui comprend notamment la place d'Armes, les grandes et petites écuries, le cimetière Saint-Louis, le grand séminaire, l'école d'horticulture et l'ancien potager du roi, les carrés Saint-Louis et le marché de Notre-Dame. À Versailles, dans les années 70, pas de manif. La seule, l'historique, se déroulera au milieu de la décennie suivante, sous Mitterrand, selon la prononciation locale, pour l'école libre contre la loi Savary. L'école libre à Versailles est ce qu'on appelle partout ailleurs l'école privée. Saint-Jean de Béthune, Hulst, Blanche de Castille ou Grandchamp. À la résidence, on est dans le public. Dès le collège, on va toutes et tous au collège Jean-Philippe Rameau. Mais entre collégiens, on distingue strictement 2 groupes. Ceux et celles qui vont à l'aumônerie et les autres, rebaptisés les non-croyants. Le jeudi, nous ne rentrons pas déjeuner à la résidence. Nous partageons un pique-nique dans les locaux de l'aumônerie. C'est notre moment d'ouverture.